Bienvenue dans ce 9e épisode d'Éclat d'esprit. Aujourd'hui, pour aborder l'aternement d'un point de vue juridique, j'avais prévu de recevoir le professeur Olivia Nederland. Malheureusement, nous avons été contraints de reporter notre échange. La présente version de ce 9e épisode sera donc complétée cet été. En attendant, pour poursuivre sur le sujet de l'aternement qui impacte directement et durablement les perspectives d'avenir de ma famille, j'ai choisi de compiler quelques extraits de différentes interventions réalisées en 2025 par Madame Nederland, afin que nous ayons déjà une vue globale de la situation actuelle. Vous trouverez en descriptif différentes ressources, dont les interviews complètes. Professeur Nederland, qui êtes-vous? Je suis professeure de droit pénal et de procédure pénale et spécialisée en droit pénitentiaire. Un mot sur la prison. La prison est omniprésente dans les médias, dans les séries, etc. Donc les gens ont une vision de la prison très stéréotypée qu'il faut absolument déconstruire parce qu'elle ne correspond pas toujours à la réalité carcérale belge. Mais aussi, c'est une matière qui est portée dans les médias uniquement quand il y a des catastrophes ou des dossiers finalement qui ne représentent pas la majorité des dossiers. Donc il y a clairement un travail d'information à faire et c'est aussi une responsabilité de chercheur de faire des cartes blanches, de prendre la parole dans la presse, ce que les acteurs de terrain n'ont pas toujours l'occasion de le faire. La plupart d'entre nous a donc une vision biaisée de ce qui se passe en prison. Alors le grand public est constamment confronté au discours qui tend à dire que on est protégé parce qu'on envoie les personnes en prison, comme si l'exclusion apportait de la sécurité, ce qui est tout à fait contredit par les recherches sur la récidive. La prison, telle qu'elle est organisée, vous coupe de tous vos liens sociaux, de tout le tissu à l'extérieur, logement, emploi, santé, et quand vous sortez de la prison, vous avez perdu tout ce lien social et ça peut vous conduire à la récidive. Une peine de prison n'est donc pas une solution ni viable ni durable. Ce que nous montrent les recherches, c'est plus on reste en prison et plus longtemps on y reste, plus c'est difficile de se réinsérer, alors que dans des dispositifs alternatifs qui favorisent justement la réinsertion avec un contrôle certes, mais aussi un accompagnement du justiciable par les assistants de justice, on travaille beaucoup plus à la réinsertion des condamnés. Qui retrouve-t-on en prison ? On trouve des populations principalement socio-économiquement vulnérables, des personnes sans papier, des personnes souffrant de maladies mentales ou d'addiction, et donc des personnes extrêmement précarisées. Ici, il y a clairement une responsabilité politique de prendre un discours qui certes est à contre-courant de tout ce qu'on nous a toujours dit, mais qui pourtant s'appuie sur des recherches et sur des faits, et pour dire que si on veut vraiment avancer, il faut effectivement changer nos habitudes. En 2025, on a passé la barre des 13 000 personnes détenues en prison pour seulement 11 000 places. Il s'agit d'une surpopulation sans précédent. Qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement veut lutter contre la surpopulation carcérale, c'est-à-dire le fait qu'il y ait trop de personnes en prison par rapport au nombre de places disponibles. Et c'est une bonne chose. La surpopulation carcérale, c'est dramatique, ça veut dire des conditions de détention dégradées et des conditions de travail très difficiles pour le personnel. Quelles sont les préconisations des chercheurs et des acteurs de terrain ? Tant les organes de contrôle des lieux de privation de liberté que les associations des droits humains, que les recherches ont montré que plus on construit de prisons, plus on les remplit car ça crée un appel d'air. Or, ces mêmes recherches nous montrent que nous n'avons pas besoin en Belgique de plus de places de prison car en réalité, les chiffres globaux de la criminalité n'augmentent pas. Et par ailleurs, ce n'est pas via la prison qu'on résout les problèmes qui font que les personnes commettent des infractions. Et enfin, construire plus de prisons, ça coûte extrêmement cher, alors que le gouvernement veut faire des économies. Le dernier rapport de la Cour des comptes nous montre par exemple que créer une nouvelle place de prison, c'est quasiment un budget d'1 million d'euros, et que le budget total des prisons, c'est plus d'un tiers du budget de la justice. Et concernant l'aternement ? Quand une personne en Belgique commet une infraction, elle peut être poursuivie, arriver devant les juridictions pénales. Et là, si la personne devant les juridictions pénales, suite à une expertise psychiatrique, le juge constate qu'elle est affectée d'un trouble mental qui atteint sa capacité de discernement ou sa capacité de contrôler ses actes et qu'elle est toujours dans cet état au moment du jugement, qu'il y a une certaine gravité et pour certains types d'infractions, la juridiction pénale peut décider d'interner cette personne parce que prononcer une peine à son égard n'aurait pas de sens puisque c'est une personne qui certes est auteur d'infraction, mais c'est aussi une personne qui a besoin de soins parce qu'elle souffre d'un trouble mental. Et une fois que vous êtes interné, vous n'allez pas nécessairement être privé de votre liberté. Certains internés ne présentent pas une dangerosité au moment où l'internement commence qui justifie de les priver de liberté. Et ça, c'est un autre juge qui va décider. C'est ce qu'on appelle une juridiction qui exécute les peines et les mesures,
en l'occurrence la Chambre de protection sociale. Et donc cette chambre de protection sociale, ces 3 juges, c'est multidisciplinaire, va décider soit de priver la personne internée de liberté, soit de la mettre en libération à l'essai, et alors elle est dehors avec un suivi et un certain contrôle organisé par différentes personnes. Mais quand elle décide que cette personne doit être privée de liberté, eh bien, elle va la placer dans certains lieux spécifiques. On ne peut pas les mettre simplement en prison avec les autres personnes puisqu'elles ont besoin de soins. Et donc ces lieux sont limités dans la loi. Il y a plusieurs types de lieux. Il y a ce qu'on appelle les centres de psychiatrie légale. C'est, si vous voulez, des hôpitaux psychiatriques super sécurisés, mais il n'y en a que 2 à Gand et à Anvers. Il y a aussi l'établissement de défense sociale de Pèves, qui est complètement géré par l'administration pénitentiaire, donc il n'y a que des personnes internées qui s'y trouvent, mais c'est géré ici par l'administration pénitentiaire. Et puis, vous avez aussi dans les prisons certaines ailes, donc certaines parties de prison, qui sont réservées aux personnes internées qu'on appelle les sections de défense sociale. Et là peuvent se trouver les personnes internées parce que normalement, il y a au sein du personnel pénitentiaire une équipe soins, une équipe avec des personnes qui peuvent apporter des soins et prendre en charge de ces personnes. Mais dans les prisons, on trouve aussi ce qu'on appelle les annexes psychiatriques. Et là, c'est quoi? Mais là, c'est des ailes où on met des détenus, mais qui n'ont pas été internés, soit parce qu'ils sont en attente de leur procès, en détention préventive, soit qu'ils ont été déjà condamnés à une peine de prison, mais qui développent des troubles, par exemple, pendant la détention, ou pour d'autres raisons. Et ces annexes psychiatriques, là, ne peuvent pas y être les personnes internées, puisqu'il n'y a pas normalement il y a du personnel soin, mais pas aussi nombreux, normalement, dans une section de défense sociale. Et c'est ça, normalement, la grande différence entre les deux. Il y a 2 grands problèmes. Alors, le premier problème, c'est que sur le terrain, ce qui sort de la jurisprudence et de d'autres rapports d'information qu'on peut lire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de grande différence entre une annexe psychiatrique et une section de défense sociale. Il n'y a pas nécessairement plus de soins, plus de personnel encadré. Parfois même, l'annexe psychiatrique et la section de défense sociale sont au même endroit. On ne voit pas très bien la différence. Et donc là, ça pose évidemment question. Donc ça, c'est la première critique. Et deuxième critique, c'est un engagement politique qui a été de dire la place des personnes internées, qui sont avant tout des personnes qui ont besoin de soins, n'est pas dans un univers carcéral. Parce que vous avez beau mettre du personnel en plus, et il y a du personnel formidable qui travaille dans ces lieux, il faut le souligner, mais vous avez beau mettre plus de personnel, ça reste du pénitentiaire, ça reste du sécuritaire, et donc ce n'est pas un lieu adapté. Et donc, les rapports des organes de contrôle, des lieux privatifs de liberté, la Cour européenne des droits de l'homme, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent même une section de défense sociale, ça ne permet pas d'apporter les soins nécessaires. Et la Belgique a aussi été condamnée pour ça. La Cour européenne des droits de l'homme, elle ne fait pas la différence entre une annexe psychiatrique et une section de défense sociale. On a été condamné dans les 2 cas, puisque dans les 2 cas, on ne sait pas apporter correctement les soins à ces personnes dans l'univers carcéral. D'où l'engagement du politique de construire des centres de psychiatrie légale qui sont là avec un personnel de la santé et pas du pénitentiaire, et de chercher à ce que les hôpitaux psychiatriques dans le circuit de soins régulier puissent dégager des places pour les personnes internées et faire de la place dans ces lieux qui sont bien plus adaptés pour les soins que les prisons. Qu'est-ce qui explique le nombre croissant d'internements alors que derrière ce mot, finalement, les soins font défaut? L'INCC, donc l'Institut national pour la criminalistique et la criminologie, qui est donc un centre de recherche et d'expertise au sein du SPF Justice, a fait une première table ronde en mettant beaucoup d'acteurs de terrain autour de la table, des psychiatres, etc., pour essayer de comprendre pourquoi le recours à la mesure d'internement augmente, pourquoi de plus en plus de mesures d'internement sont prononcées. Et ils ont donc fait une liste de plusieurs hypothèses explicatives, mais donc qui sont en cours d'investigation. Donc bien sûr, sur la table, il y avait le fait que il y a de plus en plus de troubles mentaux en fait dans la société de manière générale. Il y a aussi le fait que la création de nouveaux centres de psychiatrie légale en Flandre et le fait que l'internement ait été vu comme avec une nouvelle loi comme peut-être plus humain que l'ancien régime pourrait encourager les juges à prononcer l'internement en se disant que c'est mieux encadré qu'avant. Il y a aussi le fait que les expertises sont très diverses selon les experts et qu'il y a des experts qui font rentrer de plus en plus de sortes de troubles parmi des troubles pouvant mener à l'internement, et les juges sont pas toujours bien formés à la psychiatrie, donc ils ont tendance à suivre ce que disent les experts, notamment toute la question des troubles de la personnalité. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses qui ont été mises sur la table, mais donc il y a des recherches en cours, donc pour l'instant on ne sait pas en dire plus, mais effectivement il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Sur base de votre expertise, quelles sont vos préconisations? La première recommandation, je pense qu'on sera tous et toutes d'accord, c'est toujours d'investir en amont. Il y a, pour éviter
tout simplement en amont que ces personnes entrent en contact avec la justice pénale. Parce qu'une fois qu'elles sont prises dans les filets de la justice pénale, ça devient très compliqué de les sortir, ça va les stigmatiser, etc. Donc c'est vraiment renforcer en amont quand la police ou le parquet est confronté à des personnes qui commettent des infractions, essayer de les réorienter directement vers le secteur soins via par exemple un autre dispositif législatif qui permet des prises en charge. C'est déjà le cas, mais parfois quand faute de place, on les envoie quand même dans la justice pénale, donc il faut vraiment essayer d'éviter ça en amont et du coup aussi investir massivement dans l'aide, dans les soins de santé en fait, dans les soins de santé mentale pour éviter que des personnes finalement se retrouvent parfois très précarisées ou très démunies et en viennent du coup parfois à commettre des infractions en raison d'un manque d'aide et de soins en amont. Donc ça c'est évidemment la première recommandation. Et ensuite il y a eu récemment la réforme du code pénal qui a créé une nouvelle peine, la peine de traitement sous privation de liberté, qui, si vous voulez, est une sorte de mi-chemin entre la peine et l'internement, où on va quand même condamner une peine, mais une peine axée principalement sur les soins, dans des lieux spécifiques aussi. Certains auteurs dont la responsabilité est considérée comme atténuée en raison de troubles mentaux. Et donc, il me semble que si ça s'est créé, eh bien, la mesure d'internement pourrait être supprimée, puisque les auteurs disaient l'internement, finalement, ce seront vraiment pour les cas les plus lourds, les plus graves. Et je pense que la société devrait pouvoir se dire, si on est face aux cas les plus lourds, les plus graves, ceux-là, le statut de malade devrait primer, on devrait les renvoyer vers le secteur soins tout simplement. Et je pense qu'un des grands avantages de rester qu'avec cette peine de traitement sous privation de liberté, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Donc ça, à mon sens, serait une deuxième réforme intéressante. Et puis sinon, continuer... il y a plein de choses à faire, mais là, pour vraiment les mesures les plus importantes, continuer à sensibiliser le grand public, parce que moi, je pense que politiquement, rien ne bougera tant qu'il n'y aura pas vraiment une indignation massive de la façon dont sont traitées ces personnes en prison, et d'ailleurs plus globalement toutes les personnes en prison. Et là, je pense que vraiment pour sensibiliser les auditeurs et les auditrices, je leur recommande peut-être deux choses déjà, c'est d'aller lire un rapport du Conseil central de surveillance pénitentiaire qui avait été fait à la visite de PEV. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de photos. Et là, vraiment, en regardant ces photos, j'ai pas besoin d'expliquer que c'est pas du soin et que c'est du pénitentiaire. Ça va être flagrant quand ils regarderont les photos. Et alors, une autre suggestion, c'est de visionner le documentaire 9999 d'Hélène Vermeulen. Il a été tourné en 2015 à la section de défense sociale de Merksplas, donc un lieu où, soi-disant, les internés sont correctement pris en charge selon la loi. Je vous assure, vous allez regarder ce documentaire qui suit 5 hommes qui sont internés là, qui est de l'attente insoutenable, vraiment du désespoir de ces personnes. Voilà, c'est très prenant. Vous regardez ce documentaire et je pense que vous venez avec nous demander des changements en politique. Après 3 heures de combat pour permettre à mon mari l'accès aux soins médicaux dont il a besoin, je rejoins pleinement l'appel à la mobilisation citoyenne d'Olivia. Jusqu'à présent, les multiples condamnations de l'État belge par la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions de l'internement n'a pas permis de changement significatif. Ce qu'il nous faut, c'est une indignation citoyenne massive, un sursaut collectif. Tant que la société reste silencieuse, malheureusement, les politiques n'agissent pas malgré les constats alarmants et unanimes. Pour susciter cette prise de conscience, l'information du grand public est cruciale. Et c'est là que ce podcast, Éclat d'esprit, humblement peut agir. Des témoignages comme le mien sont là pour rappeler que personne n'est à l'abri des dérives de ce système. Alors que l'internement devrait rester une mesure exceptionnelle, réservée à des situations véritablement graves, la situation de mon mari, qui est en prison, à Merksplas justement, dans des conditions indignes et inhumaines, reste privé de liberté, de sa santé et de toute perspective d'avenir depuis 28 mois déjà pour des SMS. Il est interné dans un environnement carcéral sans soins appropriés, dans une langue qu'il ne comprend pas et dans un contexte qui ne fait que renforcer et prolonger sa paranoïa. Sa première décompensation aurait dû être l'occasion de lui ouvrir l'accès aux soins, pas de le précipiter dans une spirale d'exclusion et d'abandon. Alors oui, il est urgent d'informer et de se mobiliser. J'ai une question pour vous. Parmi les plus de 1000 personnes internées aujourd'hui dans les prisons belges, combien, selon vous, le seraient encore si elles avaient bénéficié à temps d'un véritable soutien social, psychologique et médical ? Ce sont pour moi ces défaillances du système qui, en amont, transforment la souffrance en potentiel délit. La prévention est sans aucun doute la voie de l'avenir. Je me réjouis à l'idée de poursuivre prochainement cet échange en direct avec Olivia Nederland.
En attendant, je vous invite à me partager vos questions et vos réflexions. Elles viendront enrichir notre échange reporté à cet été. Dans 15 jours, Mathilde Argotte, docteur en neurosciences spécialisée dans la psychiatrie et la dictologie, dont les travaux portent principalement sur le lien entre la consommation de cannabis et les troubles psychiatriques, notamment dans la schizophrénie, sera avec nous pour nous partager le fruit de ses recherches. Merci de votre écoute et à très bientôt dans Éclat d'esprit. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences. Nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.